Bon. Alors, je m'appelle Bertrand Hertz, Hertz H-E-R-Z. Je suis né le 24 avril 1930 à Paris, dans le 18e arrondissement. Votre famille était originaire de quel pays? Alors, la famille de mon père était originaire de la région de Francfort, c'est-à-dire que mon grand-père paternel est venu dans les environs 1860-70 en France. Il a été naturalisé et ses enfants étaient français. Quant à la famille de ma mère, c'est une famille très anciennement installée à Metz, donc famille française installée depuis très longtemps et qui est venue à Paris au moment de la guerre de 70. Je ne sais pas si c'est pour rester français ou tout simplement pour s'installer à Paris. En tout cas, elle s'est installée vers 1870 à Paris. Est-ce que vous auriez défini votre famille comme étant des Israélites français? Tout à fait, oui. C'est des Israélites français. Tout à fait Comme on ne dit plus intégrés. aujourd'hui. Intégrés. Oui. Intégrés et assimilés? Ah, complètement assimilés. Complètement assimilés. Mon père a fait des études d'ingénieur, sortait de Centrale. Le frère de ma mère a fait Polytechnique. Il y avait des médecins. Enfin, vraiment, ce qu'on appelle la bourgeoisie juive ashkénaze, peut-on dire, d'origine de l'Est, enfin de l'Est de la France, Oui. hein, apparemment complètement assimilés. Et de plus, mes parents n'étaient pas pratiquants, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs parents, mais eux-mêmes n'étaient pas pratiquants et je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Mais pour autant, est-ce que vous avez eu dans votre famille, quand vous étiez jeune, un sentiment d'identité par rapport à vos origines ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Disons que je le savais parce que je n'allais pas à l'église à une époque, dans les années entre 30 et 40, où la fréquentation des églises était plus importante et plus remarquée que maintenant. Donc je savais que je n'allais pas à l'église. C'était mon seul lien, si vous voulez, à peu près avec le judaïsme. Vous n'avez pas souffert de l'antisémitisme dans votre jeunesse? Alors, moi personnellement, non. Mes parents probablement, moi non. Mais probablement, puisque j'avais 10 ans en 1940, donc entre 30 et 40, parce que vraisemblablement je n'étais pas au courant de l'antisémitisme qui pouvait régner à l'époque. J'étais trop jeune. Et à l'école, je n'ai jamais eu apparemment de réflexion antisémite. À l'école primaire du Vésinet où nous habitions. Ah, vous habitiez au Vésinet. On habitait au Vésinet. Quel était le métier de votre père? Il était ingénieur? Alors mon père donc sortait de l'école centrale, il était ingénieur, il a fait toute sa carrière, enfin jusque pendant la guerre, à l'Alstom, construisait des locomotives électriques, c'était sa spécialité. Et ma mère ne travaillait pas, elle a élevé 3 enfants, ma sœur qui est née en 1924, mon frère en 1926 et moi qui étais le petit dernier né en 1930. Est-ce que le... Est-ce que je peux vous arrêter? Excusez-moi. Est-ce que vous aviez ressenti dans votre jeunesse l'onde de choc de l'affaire Dreyfus? Est-ce qu'on en parle encore dans votre famille à l'époque? J'ai pas de souvenir. Si vous voulez, j'en avais entendu parler parce que mes parents et mon père en particulier ne me cachaient rien de l'histoire et puis de la politique même actuelle, enfin de l'époque, mais je dois dire que ça ne m'avait pas frappé absolument. Vous étiez donc au Vésinet en 40. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au moment de l'arrivée des Allemands à Paris? Alors, nous n'avons pas vu l'arrivée des Allemands à Paris parce que nous avions fait l'exode, d'ailleurs dans des conditions relativement confortables. Notre père, qui était aux armées, nous avait dit vers le 20 mai d'aller chez une cousine de ma mère qui habitait à Agen. Donc on est parti, je dirais, par le train. Et donc on est revenu dans la région parisienne après l'armistice, je pense vers le mois d'août. Et donc à ce moment-là, je me rappelle très bien, au pont que nous traversions, c'était vers Vierzon, c'est là qu'il y avait la ligne de démarcation. Je me rappelle très bien le sentiment que j'ai eu en voyant mes premiers soldats allemands.
un sentiment quand même oui, de peur, pas d'étonnement, de peur de voir les Allemands. Il faut dire que mon père était, bien que d'origine allemande, était très anti-allemand du fait de la guerre de 14-18, très sensibilisé au danger d'Hitler. Et donc j'ai eu une impression, je dirais, très désagréable en voyant mes premiers soldats allemands. Voilà, c'est tout, en rentrant en zone occupée. Et est-ce que vous avez souvenir ou est-ce que vous avez vécu la dégradation sociale ou professionnelle ou civile de vos parents par rapport au statut des Juifs? Là, écoutez, cette dégradation, je l'ai probablement subie, mais je ne me rappelle pas, parce que j'ai beaucoup oublié pour des raisons diverses, bon, pour tourner la page. Je n'ai pas, si vous voulez, le souvenir, je n'ai pas le souvenir des lois édictées par l'occupant, du statut des Juifs de Vichy. Je n'ai pas le sentiment de cette dégradation progressive jusqu'au moment que je vais vous indiquer, où j'ai vu les premières affiches et puis où j'ai porté l'étoile jaune. Je dois dire que mon père était dans le secteur privé à l'Alstom et qu'il a pu travailler jusqu'en 1942, date de notre départ ou notre fuite vers la zone non occupée à ce moment-là. Moi, les premiers souvenirs que j'ai à la fois de mon appartenance, enfin de ma qualité de juif persécuté, hein, et c'est en 1941 quand j'ai vu les premières affiches Bekat Marung, où j'ai vu qu'on fusillait des juifs. Et d'ailleurs, mon père, une fois dans une des annonces où il y a 10 noms, qui est, je crois, septembre 1941, où il y a un monsieur Blum, à la fin, c'est le numéro 10, il a été fusillé. Et je vois mon père me disant, tu vois, ce monsieur-là, on le connaît. Pas comme mes parents le connaissaient. Donc j'avais 11 ans, et à ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je n'ai pas de souvenir, par contre, du métro. Nous habitions en banlieue, où il fallait aller dans la dernière voiture. Je n'ai pas de souvenir particulier des heures où il fallait sortir ou pas, mais probablement l'ai-je oublié. Puis le deuxième point très très fort, c'est l'étoile jaune. Vous l'avez porté, vous, et vos parents aussi? Oui, tout le monde était déclaré. Mes parents, ma sœur et mon frère aîné et moi-même, puisque j'avais 12 ans, début juin 1942, nous avons porté l'étoile jaune. Et j'ai des souvenirs plutôt, je dirais, souvenirs divers, mais dans l'ensemble plutôt sympathiques de la réaction de mes camarades. À l'école? Oui. J'étais en 5e, au petit lycée Condorcet. Il n'y avait pas à l'époque d'établissement au Vésinet. Donc nous prenions le train de la ligne de Saint-Germain pour aller au petit lycée Condorcet, qui était le collège, si vous voulez, qui se trouve rue d'Amsterdam, entre la place Clichy et la gare Saint-Lazare. Et le jour où je suis arrivé avec mon étoile jaune, j'ai eu... D'abord, les professeurs, pour eux, ça n'existait pas. C'est-à-dire, la réaction était d'ignorer purement et simplement les étoiles. C'est comme si ça n'existait pas. Et mes camarades, un certain nombre, ont dû être indifférents. Personne ne m'a insulté. Et j'en ai plusieurs qui ont manifesté leur sympathie. Alors, ça s'est manifesté le premier jour par deux camarades qui m'ont dit « on va t'accompagner jusqu'à la gare Saint-Lazare, une espèce de garde du corps si on t'insulte ». Et puis, quelques jours plus tard, ou en tout cas avant le 15 juillet, qui était la date de vacances, c'était le début juin, quelques camarades sont descendus avec moi à la rue d'Amsterdam en ayant une étoile en papier sur laquelle ils avaient mis potache. Et puis, on s'est promené un peu dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare jusqu'au moment où des adultes ont dit « faites disparaître un peu ça parce que vous risquez d'avoir... » Alors j'ai gardé mon étoile jaune. Et j'ai le souvenir de mon père me sortant, comme beaucoup l'ont fait, avec toutes ces décorations sur l'étoile et les gens venant serrer la main, jusqu'au moment où on lui a dit « attention, on commence à rafler les Juifs, entre autres ».
qui ont Et leur votre père décoration. était de ceux qui se sont déclarés spontanément au commissariat? Alors oui, si vous voulez, c'est difficile de juger ça maintenant. Quand on en parle, on dit mais c'est pas possible, pourquoi vous êtes-vous déclaré? Moi, je ne peux pas dire, j'avais 10 ans en 1940, pourquoi la plupart des Juifs se sont déclarés. Je pense qu'il y avait à la fois peut-être tout simplement une habitude, disons, de l'obéissance à des règlements. Deuxièmement, le fait que personne n'imaginait que ça pouvait conduire à ce que ça a conduit par la suite. Et en particulier les Juifs dits français, puisqu'ils faisaient allusion, étaient persuadés que Maréchal Pétain, c'était en particulier, il avait été le chef de mon père à Verdun. C'était pas possible qu'on nous fasse tant de misère, etc. Je pense qu'il y avait un peu de tout ça. Vous aviez confiance? Pardon? Vous aviez confiance? On était probablement ennuyés, mais on pensait pas que ça... Et puis on se disait que si on ne se déclarait pas aussi, ça pouvait entraîner des conséquences. Parce que les gens, dans le quartier du Vésinet, nous avions beaucoup d'amis qui n'auraient rien dit, mais il y avait d'autres gens qui savaient probablement qu'on était juifs. Et bon, on risquait aussi une dénonciation, et on préférait être en règle, si vous voulez. Il faut voir que dans mon idée, autant que je puisse juger, parce que j'avais 10 ans, encore une fois, dans mon idée, au moment de la débâcle et puis de l'occupation qui a suivi, beaucoup de gens, et les Juifs en particulier, ont eu ce qu'on pourrait appeler le profil bas, c'est-à-dire se déclarer. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il faudrait que si mon frère et ma sœur déposaient, ils auraient peut-être, eux, qui étaient plus âgés, qui avaient 15 et 14 ans à l'époque, une idée un peu plus précise. Vous avez vécu comme ça avec votre famille jusqu'à quand? Alors, nous sommes restés au Vésinet on a commencé à envisager le départ jusqu'en juillet 1942, à l'arabe du Veldiv, bien que c'était théoriquement les étrangers. Mais on a compris qu'on pouvait aussi bien être arrêté, bien sûr. Et l'étoile jaune et tout ceci fait qu'on a décidé d'aller en zone non occupée à l'époque. Mes frères et sœurs sont partis plus tôt. Et moi-même, je suis parti avec mes parents et l'une des sœurs de ma mère. On a franchi donc la ligne de démarcation en fraude. Je ne me rappelle pas le franchissement de la ligne. Je me rappelle qu'en attendant le passeur, c'était à Angoulême, en zone occupée. On a vu cette magnifique cathédrale et on s'est promené autour. C'est du souvenir qui me reste. Et nous nous sommes installés à Toulouse, où il y avait une autre sœur de ma mère qui avait également des amis catholiques. On avait des papiers sans le tampon. Nous n'avions pas changé de nom, parce que Hertz ne nous semblait pas un nom particulièrement remarqué, si vous voulez, au nom de l'Est. Et donc nous sommes installés à Toulouse, où nous avons fini par louer dans une maison un étage à des Toulousains. J'ai été inscrit au lycée Pierre de Fermat en 4e, donc en collège, si vous voulez, la partie collège, mes frères et sœurs dans les classes au-dessus. Et puis on avait des amis, et puis on s'est installé avec nos cartes sans tampon juif. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que le 11 novembre 1942, il y a eu l'invasion de la zone sud. Et moi j'ai un souvenir, vous me parliez de ce que je pensais de l'arrivée des soldats allemands. Ça a été épouvantable pour moi. Je me rappelle, je sortais du collège, du lycée, et sur la place du Capitole, ou dans une rue adjacente, j'ai vu les Allemands en uniforme. Et pour moi, Pétain, ça représentait pas grand-chose, encore que on était anti-pétainistes, mais enfin bon, pour moi le danger c'était les Allemands. Donc de voir ces gens à qui je me rendais compte qu'on avait essayé d'échapper, si vous voulez, j'avais 12 ans, et les voir là, je me rappelle le sentiment de désespoir que j'ai eu. Bon, on s'est arrangé, on a continué notre vie normale. Dans une ville comme Toulouse, où il y a beaucoup de réfugiés, où il y a énormément de monde, on pouvait passer relativement inaperçu, avec des amis.
Et puis, au fond, ça se passait pas mal. Et même, je suis d'ailleurs très étonné, on faisait attention pour aller dans les endroits où on pouvait y avoir des rafles, bien sûr. Apparemment, nos logeurs savaient très bien, ils nous l'ont dit après la guerre, que nous étions juifs, mais on écoutait la radio anglaise ensemble. Bon, ouais, c'était un peu l'ambiance de l'époque. Quant à mes camarades, ils n'ont rien dit. J'ai eu une ou deux réflexions qui montraient que j'étais très content que je sois là, mais qu'ils savaient très bien que j'étais juif, mais il ne s'est rien passé. Des réflexions pas désagréables, mais des allusions qui faisaient comprendre qu'ils savaient ce qu'il en était, mais on ne disait rien. Je me rappelle quand même une fois où quand même la peur qu'on avait, parce qu'on avait la peur, on vivait avec. Hein. On vit avec. De toute façon, si vous interrogez aussi un résistant, il vous dira qu'ils avaient la peur tout le temps. Hein. Bon, c'est la même chose pour les Juifs, même apparemment menant une vie normale en zone sud. Et un jour, j'ai appris, en arrivant au lycée, que la Gestapo était venue arrêter un élève juif, pas dans ma classe, mais dans une classe, voilà. Et ça, je ne l'ai pas oublié. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis pas protégé parce que je suis au lycée, dans une ambiance sympathique. Je ne suis pas nécessairement protégé, voilà. Mais on avait une vie normale en ce sens que, par exemple, moi, j'ai pris le train tout seul, je m'en rappelle, pour aller visiter la sœur de ma mère, qui m'a élevé après la guerre, d'ailleurs, et qui était réfugiée à Albi. Moi, je prenais le train. À la réflexion, je ne me demande pas ce qui me serait arrivé si on m'avait demandé mes papiers, etc. Non, je suis allé tout seul, j'avais 13 ans à ce moment-là, en 1943, j'ai fait le voyage. Donc, si vous voulez, une certaine normalisation de la vie. Votre famille a été arrêtée? Alors, je m'excuse, peut-être vous me demandez de parler, alors je parle. Hein. Alors, tout se passait bien jusqu'au moment où ma sœur aînée, donc qui avait 19 ans à l'époque, et son fiancé, qui était juif, ont été arrêtés le 5 juillet 1944 dans une rue tout près de la place du Capitole par ce qu'on pourrait dire la Gestapo. On pourrait appeler la Gestapo française, parce que d'après ma sœur, c'était des Français, mais sans uniforme, donc disons des auxiliaires de la Gestapo. Alors, ma sœur, qui est encore en vie, suppose qu'il y a eu une dénonciation parce que son fiancé avait peut-être déjeuné avec quelqu'un qui n'avait pas l'air qui était peut-être un peu douteux. Bon, c'est ce que ma sœur a pensé. Papier, ma sœur n'a pas eu le temps de faire disparaître faire disparaître la carte où nous avions notre adresse. Hein. Bon. Et tout de suite, la Gestapo, alors allemande, est arrivée, 2 hommes est arrivé chez nous, où il y avait donc mon père, ma mère et moi-même. Mon frère aîné qui était à la campagne, c'était l'époque des vacances, hein. Il était précepteur, il donnait son note, enfin peu importe. Lui n'a pas été déporté. Et voilà, nous avons été arrêtés. Alors, détail quand même, mon père, qui était un homme qui avait beaucoup de sang-froid, a dit « mais nous ne sommes pas juifs », parce que la Gestapo avait dit « bon, on vous arrête comme juifs ». Non, nous sommes originaires de l'Est. Et il y a eu un moment d'hésitation. Et le moment d'hésitation s'est passé parce que on nous a fait aller, mon père et moi, dans la pièce d'à côté et baisser les pantalons. Parce que même non pratiquants, nous étions circoncis. Bon. Parce que bon, il y avait eu une tradition familiale jusqu'à mes parents qui était quand même une tradition religieuse. Donc, et je me le rappelle parce que pour un garçon de voir son père baisser son pantalon, cette humiliation, quelque chose qu'on n'oublie pas. On oublie quelquefois tout ce qui est, je dirais, souffrance, mais ça on ne l'oublie pas. Et ensuite les menottes, et puis donc nous sommes allés nous avons été donc 25 jours ensuite à la caserne Caffarelli.
Donc nous avons retrouvé ma sœur et son fiancé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce séjour. Hein. On était bouclés, la caserne de Caffarelli. Vous étiez interrogé? Alors, non, pas du tout. Si, alors mon père, non, on a été conduit là, et mon père a été interrogé, c'est ce qu'il nous a dit, par un Allemand, en uniforme, qui voulait demander où était où était son autre fils, mon frère aîné. Et mon père, d'après ce qu'il m'a dit, a répondu « Je ne vous dirai rien, vous pouvez me fusiller, mais je ne vous dirai rien ». Et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, alors que je me rappelle très nettement, dans les salles où nous étions dans la journée, réunis les uns et les autres, dans cette caserne, il y avait à un moment donné en face de moi un monsieur qui devait avoir l'âge de mon père et qui avait un cocard sur l'œil, donc il avait dû être tabassé. Mon père, il ne lui est rien arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était pas la Gestapo, est-ce que c'était la Wehrmacht, un officier qui était correct, si vous voulez, je n'en sais rien. En tout cas, mon frère n'a pas été arrêté, et n'a pas eu de mauvais traitement à la caserne de Caffarelli. L'autre souvenir, c'est nous étions séparés, hommes et femmes. L'autre souvenir, c'est dans la chambre où j'étais, un jeune juif, peut-être résistant, qui nous montrait les zébrures des coups de cravache de la milice. Ça, c'est les deux souvenirs. Pour le reste, je ne me rappelle pas grand-chose. Vous savez, j'ai beaucoup oublié. Mais cette arrestation, son issue, ça a été quoi? Alors, on a été déportés. Tous ensemble? Oui. Est-ce que vous saviez vers quelle direction on vous déportait? Est-ce qu'on vous a signifié quelque chose? Alors, on ne nous a rien signifié du tout. Le 30 juillet, on nous a fait sortir dans la cour, monter dans des camions. Là, c'était des SS. 44. Hein. Le 30 juillet 44. Oui, je m'excuse, c'est le 5 juillet 44 que nous avons été arrêtés. Donc, alors que la guerre en France allait se terminer, hein, puisqu'il y avait eu le 6 juin le débarquement, et que, bon, ensuite, il y a eu la percée d'Avranches le 28 juillet. Donc, nous, le 5 juillet, on est parti le 30 juillet. Donc là, les SS nous ont pris en charge avec des hurlements, etc., mis dans des camions. Et les Juifs qui étaient là, on devait être 200 à peu près. C'est le convoi 80 de Klarsfeld. Hein. Alors, est-ce qu'il y en était un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas si ça correspond à la liste. Et nous avons été mis dans des wagons à bestiaux à la gare Matabio, une gare à côté. Et on ne savait rien du tout, on ne nous a rien dit. Nous savions, j'avais une lettre de ma mère qui a écrit à des amis catholiques. Pour nous, juifs, nous pensions que nous allions être dirigés sur Drancy, car on savait que les juifs étaient rassemblés à Drancy, comme on devait savoir que les politiques et les résistants étaient rassemblés en général à Compiègne. Mais ça, on ne nous a rien dit du tout. Et c'est après qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris, je ne sais pas si on l'a su pendant le trajet, mais moi je l'ai appris en arrivant à Buchenwald et ma sœur en arrivant, enfin surtout moi à Buchenwald, c'est qu'en fait les Allemands ont fait partir le 30 juillet 1944 un convoi tout à fait hétéroclite, ils ont vidé les prisons, et dans ce convoi il y avait majoritairement des politiques et des résistants, de Saint-Sulpice, de Toulouse, de prison Saint-Michel. Ils étaient 1000 qui ont été destinés à Buchenwald. Et puis donc les 200 juifs, peut-être quelques femmes résistantes en plus, je n'en sais rien. Vous avez fait le trajet de France jusqu'en Allemagne en famille, dans le même Alors wagon? nous étions en famille dans le même wagon. Il y avait les wagons donc, où il y avait les déportés, disons, politiques, résistants, qui étaient des hommes, pour la plupart. Et puis, il y avait des wagons de familles juives. Nous n'étions pas très serrés dans le wagon. C'est un des derniers convois. Pardon? C'est un des derniers convois. Ah, oui. De Toulouse, c'est le dernier convoi. Et de France, il y en a eu en août de Paris. Hein. De Paris, enfin de la région, de Drancy. Mais c'est un des derniers convois. Et alors, nous ne savions rien. Nous ne savions rien. On ne savait pas où on allait.
Et d'autant plus qu'on n'était pas au courant des derniers développements militaires. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, ça a été un voyage extrêmement dur, parce que nous avons mis 6 jours pour arriver à Buchenwald et puis un jour de plus pour les femmes pour Ravensbrück. Nous sommes passés par nous n'avons pas été à Nancy ni à Compiègne. Nous sommes passés par la vallée du Rhône en ayant une avancée extrêmement lente à cause, disons, des opérations militaires, etc. Et pendant tout le trajet en France, nous sommes passés par Dijon. Nous étions sûrs d'être libérés par la résistance. C'est pas possible. Vous avez songé à vous évader? Pardon? Vous avez songé à vous évader? Non, pas du tout. Il y a eu des évasions du wagon? Il y a eu des évasions dans la partie politique. Il y a eu des tentatives d'évasion. On ne sait pas, je ne sais pas, si certains ont pu, disons, s'échapper librement, enfin sans être attrapés. On sait simplement qu'ils ont fusillé, puisque d'autres gens l'ont vu, pas moi, 15 personnes ou une dizaine de personnes qu'on a vues sur le ballast. Moi, je ne l'ai pas vu, peut-être la porte était fermée. Et ils ont fait mettre tout nus les gens du wagon jusqu'à l'arrivée à Buchenwald. À quel moment Mais ça, moi, je ne l'ai pas vu, ça. À quel moment avez-vous été séparés de votre sœur, de votre mère? Alors, nous avons été séparés au moment où ça arrivait à Buchenwald. Je dois dire que ce voyage, donc, on espérait être libérés. Il a été effroyable parce que il y avait une chaleur abominable et nous avons terriblement souffert de la soif. Arrivé à Buchenwald, à la gare de Buchenwald, qui est dans le camp, était construite en 1943, eh bien, on nous a dit les hommes descendent. Et je suis descendu avec mon père. Alors, et avec le fiancé de ma sœur. Est-ce que mon père m'a dit viens avec moi? Est-ce que les haut-parleurs ont dit les enfants jusqu'à 14 ans vont avec les hommes? Je n'en sais rien. En tout cas, je suis descendu avec mon père et le fiancé de ma sœur. Et ma mère et ma sœur ont continué jusqu'à Ravensbrück. Mais on pensait les revoir. On ne savait rien. On n'avait aucune idée de ce... Enfin, on savait qu'il y avait des camps de concentration. Mais on n'avait pas une idée précise de la dureté des camps de concentration, et encore moins des camps d'extermination. Personne, je dirais, dans la grande masse, n'imaginait ce qui pouvait avoir lieu. Donc moi, j'ai quitté le wagon, et j'ai jamais revu ma mère, puisqu'elle est morte. Et donc voilà. Elle est morte à Ravensbrück? Elle est morte à Ravensbrück le 29 décembre 1944. Comment connaissez-vous la date de sa mort? Ah bien, tout simplement parce que sa mort, vous savez, dans les camps de concentration, quand on mourait, non pas... À Auschwitz, par exemple, il y avait les gens qui allaient à la chambre à gaz directement. Ceux-là ne sont pas immatriculés, c'est collectif. Les autres sont immatriculés. Et l'administration allemande, jusque dans les derniers mois, immatriculait, notait les morts. Il y avait un certificat, faiblesse cardiaque. Donc, d'abord ma sœur, qui visitait ma mère tous les jours au Revire, c'est-à-dire à l'infirmerie où elle était hospitalisée. Elle allait le voir tous les jours, puis un jour, elle n'avait plus personne. Donc, les infirmières détenues qui soignaient ma mère ont dit tu sais, ta mère est morte. Donc, voilà. Du cœur, de l'arrêt du cœur? Ah c'est ce qui m'était. Ce qui est marqué. Herzschwäche, c'est-à-dire faiblesse cardiaque. Elle est morte d'épuisement. Elle avait 51 ans. Elle est morte d'épuisement. À force de ne pas manger, à force d'avoir froid, je ne sais pas. Pas beaucoup parlé avec ma sœur. Mon père, lui, est mort d'épuisement en janvier 1945. Vous êtes resté avec lui jusqu'à sa mort, oui. Je ne l'ai pas quitté. Et alors donc ma sœur a été à Ravensbrück. Elle est revenue, elle, toujours en vie d'ailleurs. Et ainsi que mon frère qui n'a pas été déporté. Et moi, je suis allé à Buchenwald. C'était un camp de travail? Alors, c'est ce qu'on appelle un camp de concentration. Ça s'appelle camp de travail, mais
associations de déportés préfèrent le titre de camp de la mort lente parce que, bon, si on juge parce que le nombre de déportés, disons politiques pour simplifier, qui sont revenus des camps et qui ont été déportés pratiquement pendant une durée de 2 ans, assez courte. C'est à partir de 1943 qu'il y a eu vraiment beaucoup de déportations. En Allemagne, 1943-1945, il y a quand même 50% de morts, ce qui est quand même beaucoup. En 2 ans, avec des gens relativement jeunes. Vous n'avez pas été tatoué? Non. Autant que je puisse savoir, le tatouage n'avait lieu qu'à Auschwitz. Même dans les autres camps d'extermination, il n'y avait pas de tatouage. Et à Buchenwald, vous étiez identifié comme juif? Alors, très curieux, nous étions dans un convoi donc de politique. Nous avons été immatriculés avec nos camarades. D'ailleurs, pendant tout le temps que j'ai été à Buchenwald, je n'ai pas été spécialement en contact avec des juifs, mais il y avait des gens de toutes sortes. C'était à l'époque, entre août 1944 et décembre 1944, où j'étais dans un commando extérieur. Donc les 4 mois et demi que j'ai passés là, c'était un camp réservé essentiellement à des politiques. Et la partie juive du camp est arrivée à ce moment-là, au moment de l'évacuation des camps de Haute-Silésie, d'Auschwitz en particulier. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une population juive importante dans les camps. Mais jusqu'à octobre-novembre, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir connu beaucoup de juifs dans ce camp. Vous portiez quel insigne? Alors, curieusement, nous portions le triangle rouge des politiques. J'ai jamais, à Buchenwald, porté la fameuse insigne rouge et jaune, je crois que c'est rouge, et puis avec le triangle jaune dans l'autre sens, qui veut dire juif. Jamais. Et sur l'affiche que j'ai trouvée dans l'association dont je m'occupe, il y a, pour mon père et moi, Franz Rose, politische Jude. C'est-à-dire qu'on était assimilés à des juifs politiques, à des résistants juifs. Comme ça. À Buchenwald, vous savez, c'est l'administration oui, allemande. À Buchenwald, le camp était tenu par les communistes? Alors, si vous voulez, il faut bien... moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est après que j'ai su comment ça se passait. Alors, tenu communiste, en fait, ça s'est apparemment passé de la manière suivante. D'abord, il faut voir quand même que c'était les SS qui avaient barre sur la question et qui déléguaient je dirais, l'administration quotidienne à des détenus dans les comment dirais-je, dans les blocs, les fameux blocs Älteste, Stubedienst, ceux qui aidaient au bloc, le Lager Älteste, le doyen du camp, etc. Donc c'était confié à des détenus. Dans la plupart des camps et dans la plupart des commandos extérieurs des camps, c'était des droits communs. Donc c'est le triangle vert, dans le but évidemment pour les SS de faire régner la discipline qu'ils entendaient le mieux possible. C'est évident, puisqu'on disait aux gens, si tu tapes pas assez sur tes copains, tu vas te retrouver... voilà. Alors ce qui s'est passé à Buchenwald, la Buchenwald a eu comme particularité que ça a été fondé en 1937, ça a été le camp d'internement des opposants politiques allemands. Dans ces opposants politiques allemands, il y avait une majorité de communistes. Il y avait aussi des sociaux-démocrates, il y avait des catholiques, etc. Mais il y avait une majorité de communistes. Ce sont ceux qui ont été, les plus importants. Et donc ces détenus politiques ont fini, vers 1942, après beaucoup de combats, on peut dire, par prendre justement ces fonctions des Verts. Donc c'est vrai que le camp de Buchenwald, dans son administration quotidienne, a été géré par des politiques allemands. Ensuite, quand d'autres nationalités sont arrivées, il y a eu beaucoup de tirages d'ailleurs. Il y a eu également des Français, d'autres nationalités, des Tchèques en particulier, des Russes aussi, et dans lequel effectivement il y avait une majorité de communistes. Voilà. Mais dans lequel, c'est vrai. Mais si on juge par exemple le comité international clandestin, qui au moment de la libération a pris les armes qui étaient cachées, il avait pu mettre de côté pour qu'ils ont participé à la libération, puisqu'il
ils ont fait prisonnier, disons, je dirais, les gardes qui étaient dans les Miradors. On pourra reparler de la libération. Donc il y a eu à ce moment-là une insurrection. Dans ce comité international, ce que j'ai lu après, il y avait évidemment une majorité de communistes, mais il y avait aussi des officiers de Saint-Cyr. Parce que les militaires, il y a eu von Brommersch qui a été chef d'état-major des armées, et un certain nombre d'autres militaires. Ces militaires de carrière, c'est pas mal pour aussi encadrer des gens qui sont susceptibles d'utiliser des armes à un moment donné. Parce qu'il y avait une menace quand même sur Buchenwald, surtout à la fin, que le camp soit liquidé. Lance-flamme. Au lance-flamme ou par des avions, s'ils avaient encore des avions. Ça ne s'est pas produit, mais ça aurait pu. Le comité international, la résistance clandestine était prête à ça. Et effectivement, avec une majorité de communistes, mais pas seulement. Vous aviez 14 ans? Alors, j'avais 14 ans. Et j'avais 14 ans. Vous étiez un des plus jeunes dans les commandos de travail? Alors, attendez, après, non, moi, j'étais le plus jeune, j'étais un des plus jeunes, oui. Je pense justement, d'ailleurs, je me suis toujours demandé si j'avais pas bénéficié justement par cet encadrement intérieur politique de certaines conditions au moment de mon internement à Buchenwald. Parce que j'ai pas travaillé, par exemple, au camp pendant 4 mois, je n'ai pas travaillé. J'ai été dans ce qu'on appelle le petit camp, dont les conditions de vie étaient effroyables au point de vue, je dirais, les conditions de vie étaient effroyables au point de vue, je ne vais pas employer le mot confort, parce que c'est des bas-flancs. C'est le même genre de bas-flancs que les baraques d'Auschwitz, c'est à peu près pareil. Les latrines, c'est pas mieux. Et pas de chambre à gaz, hein. Mais donc des conditions de vie et puis une nourriture quasiment destinée à une absence de nourriture à faire crever les gens de faim. Donc j'ai subi ça pendant 4 mois avec mon père, mais je n'ai pas travaillé, ce qui était un avantage, pas travailler à l'extérieur. Vous n'avez jamais travaillé là-bas? Si, alors après je suis allé en décembre 1944, je suis allé dans un commando de travail avec mon père, qui est un commando qui s'appelait Niederhorschel, qui était dans l'ouest de la Thuringe. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et là, je travaillais 12 heures par jour, 6 heures le dimanche, donc sans manger beaucoup. Et je montais des ailes d'avion. Alors, si vous voulez, ça n'a pas été un travail non plus trop dur. Parce que j'ai jamais fait de terrassement, si vous voulez. J'ai pas fait les travaux de terrassement, c'est ça qui a tué les déportés. L'escalier? Pardon? L'escalier? L'escalier. Il n'y avait pas la construction d'un escalier? Ou alors c'était peut-être pas à Buchenwald alors? Ah, c'est à Mauthausen, non? Mauthausen, pardon. Ah, il y a le fameux escalier, là, que les gens... À Buchenwald, il y avait une carrière dans laquelle beaucoup de mes camarades ont travaillé, qui était moins impressionnante que celle qui était moins impressionnante que celle de Mauthausen, mais dans lequel les gens montaient des... Alors, c'est bien connu, le système consistait à remonter des pierres en tâchant qu'elles ne soient pas trop lourdes, évidemment, et pas suffisamment légères pour que le SS la fasse tomber et vous demande d'en prendre une plus lourde en un coup de bâton. Donc ça j'ai pas connu ça. J'ai failli transporter des ailes à un moment donné jusqu'à la gare, des ailes d'avion, mais ça ne s'est pas passé. Donc j'ai eu un travail d'atelier, si vous voulez. Je vissais des choses, etc. Mais vous et mon père balayait, faisait du balayage, oui. Je vais vous arrêter parce que Change de cassette. Au bloc et dans les commandos, vous étiez considéré comme un adulte? Oui. Ben, j'étais dans le commando de Niederhorschel où j'ai été de décembre 1944 au 1er avril 1945.
Je crois j'ai rencontré après la guerre quelques autres jeunes, pas des Français. C'était un commando de juifs parce que justement au moment où le commando a été fait en septembre 1944 et un peu après, il commençait à y avoir beaucoup de transports qui venaient de Silésie, d'Auschwitz, ou des camps de travail qui étaient autour d'Auschwitz. Et beaucoup de gens ont été transférés dans les commandos de Buchenwald. Pourquoi? Avant même les marches de la mort de l'Est, avant même disons, la poussée des soviétiques qui mettaient les gens, qui obligeaient qui faisaient que les nazis mettaient les gens sur les routes. Avant même, parce qu'il y avait ce qu'on a appelé la guerre totale, c'est-à-dire que les nazis en Allemagne ont fait feu de tout bois pour faire marcher leurs usines, souterraines ou pas. Donc ils ont fait venir le maximum de main-d'œuvre concentrationnaire, y compris des gens d'Auschwitz. D'ailleurs, quand vous interrogez des gens d'Auschwitz, beaucoup disent, en souriant un peu, ah, c'était bien quand on était désigné pour travailler en Allemagne, parce qu'ils savaient que c'était des camps sans chambre à gaz. Donc, réputé moins dur. Enfin, il faut voir, ça dépend des commandos. Hein. Vous vous souvenez de ce qui était écrit à l'entrée d'Auschwitz? Arbeit macht frei. Alors, à Buchenwald, c'est pas la même chose. C'est jedem das Sein, à chacun son dû. C'est pas beaucoup mieux. Quand vous l'avez lu, c'est la première fois, vous l'avez interprété comment? Écoutez, je crois que je n'ai pas interprété. Mais attendez, hein. J'ai passé... Attendez, moi je suis arrivé... Il faut voir comment on arrive à Buchenwald. On arrive... on sort du wagon, c'était en pleine nuit. On pense que ça va être tranquille, mais pas du tout. On arrive là, on passe entre deux rangs de SS qui tiennent leurs chiens, ils les ont pas... et qui manient le fouet et le goumi, et qui vous injurient, et vous êtes obligé d'aller à toute allure vers le camp, qui est à 800 mètres. La gare de Buchenwald est à peu près 800 mètres du camp. Et on rentre dans le camp. Et puis après, on vous enlève vos trucs, on vous déshabille, on vous rase, etc. Moi, j'ai pas eu le temps de voir la porte. Et après, j'étais dans le petit camp qui est de l'autre côté, qui est assez loin de la porte d'entrée. Et j'ai jamais été dans le camp principal, si vous voulez, où les gens travaillaient. Hein, moi, j'ai toujours été dans le camp de quarantaine, donc cette porte-là, je ne l'ai jamais vue. Il faut voir que les souvenirs sont très partiels. Hein. À l'époque, vous parliez l'allemand déjà? J'avais fait 4 ans d'allemand. Ça m'a servi, mais mon père parlait parfaitement l'allemand, non pas parce que son grand-père était né à Francfort, mais parce que jusqu'à la guerre de 14, il était à l'Alstom et il était représentant de l'Alstom à Berlin. Donc il parlait parfaitement l'allemand. Votre connaissance de l'allemand, ça vous a servi? Oui. Ça vous a sauvé? Sauvé, non. Mais servi, oui. Ça m'a servi. Je comprenais pas tout, mais ça me permettait quand même, en particulier de dire mon numéro sans problème, si vous voulez. Il fallait le savoir par cœur. Je n'avais pas de problème de ce point de vue-là. Votre père est mort en janvier 1945. Alors, mon père est mort en janvier 1945, le 27 janvier 1945, le jour de la libération d'Auschwitz. Bon, enfin, ça, c'est le hasard. Et il était depuis 15 jours, pardon. Vous étiez là quand il est mort? Non. Il a été 15 jours avant, vers le 15 janvier. Il a été mis donc au Revire, donc à l'infirmerie, dont le responsable était d'ailleurs un résistant français, le docteur Audic, qui était maire de Sèvres après la guerre. Et l'adjoint était un étudiant en médecine français aussi, ce qui a facilité un peu, disons, la suite pour moi. Donc j'allais voir mon père tous les soirs. Je me suis pas rendu compte qu'il était au bout du rouleau. Il avait une énergie extraordinaire. Et puis un matin, on m'a appelé. Et puis j'ai vu mon père mort. Comme on dit souvent, j'ai pu faire mon deuil. J'ai pas fait celui de ma mère, mais celui de mon père, oui, parce que je l'ai vu sur un brancard. Et je peux raconter d'ailleurs ce qui s'est passé après, parce qu'évidemment, c'est une journée très dure. On m'a accordé une journée de repos à ce moment-là. Et
Le médecin a produit, le docteur Audic a dû me dire quelques mots. Puis ce que je me rappelle très très bien, c'est que tout de suite, ou bien quelques temps après, il m'a dit viens, on va danser. Et j'ai été dans une ronde, dans le fameux revire. Il y avait quelques gens qui étaient là, bon, qui étaient en repos, je sais pas quoi. Et on s'est mis à danser. Alors, figurez-vous, le gosse qui vient de perdre son père et qui se met à danser. Mais ça, c'est les camps. Hein, on m'a pris en main. On m'a dit, surtout pas. Ensuite, je vais voir le capot. Je passe sous une douche. Je me lave sous une douche. Donc, il y avait des douches là-bas. C'est le seul souvenir que j'ai. Et le capot, qui était... Alors, j'ai eu une chance. Le capot était, donc, c'est-à-dire le responsable détenu sous les ordres des SS, qui gérait ce commando, qui comprenait 700 à 800 personnes, c'était pas un gros commando, était un politique allemand, un communiste d'ailleurs, qui vient d'ailleurs d'avoir la médaille des justes, parce qu'on pense qu'il a sauvé le commando dans la marche de la mort. On est à peu près sûr. Enfin, je pense que ça a été. Et ça n'empêchait pas de taper quelquefois, parce qu'il faut voir que avoir des responsabilités dans un camp de concentration, il faut maintenir l'ordre, et de temps en temps, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais la finalité n'est pas de démolir ses copains, même si on le fait quelquefois. Et je me rappelle ce qu'il m'a dit sous la douche. Et il m'a dit, der Vater ist tot, aber der Sohn muss weiter leben. Et ça, je ne l'ai pas oublié. C'est-à-dire, bon, le père est mort, mais le fils doit continuer à vivre. Et il m'a fait un bon sourire, et il m'a donné... voilà, alors c'est comme, si vous voulez, c'est l'oraison funèbre de mon père. Dans les camps, c'est un peu comme ça, et... J'ai eu de la chance de rencontrer un peu de la sympathie autour de moi, quoi. Quand on mourait dans ces conditions-là, est-ce qu'on était enterré? Est-ce qu'il y avait un cimetière du camp et quelque chose? Non, alors mon père a été... Je me suis pas occupé de ça du tout. Il y a une histoire d'ailleurs extraordinaire. C'est que mon père a été incinéré. C'était le cas... Ah ben, tous les détenus étaient incinérés. Jusqu'à une certaine date, disons octobre-novembre 1944, d'après ce que j'ai su après, les corps étaient envoyés où il y avait un crématoire local dans le commando, ce qui était le cas à Dora, quand ça a pris de l'importance, et puis il y a d'autres commandos importants, tunnel de Dora, où c'était envoyé au camp principal. On envoyait par camion les corps en les ayant mis. On ne pouvait pas faire comme ensuite, c'était pas marqué, mais en mettant le numéro et tout, la date, tout c'était. Il y a sur la fiche de mon père la date de son décès, sur la fiche nazie de l'administration. Les camps, c'est ça, hein. C'est-à-dire, il y a toujours l'administration allemande. Et ce qui n'est pas arrivé à mon père parce qu'à partir d'une certaine date, on ne pouvait plus transporter. On ne pouvait plus transporter les corps parce qu'à cause de la situation militaire. Et j'ai vu après, en mes fonctions, disons, de mémoire de déportation, une note d'Himmler disant si vous ne pouvez pas incinérer les corps dans les camps de concentration allemands, à partir de novembre 1944, disons, au moment où c'était difficile, de deux choses l'une, vous les faites incinérer localement, l'Allemagne étant partie un pays protestant, hein, donc l'incinération est quelque chose de beaucoup plus fréquent, je pense, qu'en France. Hein. Ou bien vous les faites enterrer, et quand vous les enterrez, vous vous débrouillez pour qu'il n'y ait aucun signe qui permette de reconnaître la personne. Et alors mon père, je l'ai appris après la guerre, a été incinéré dans la ville voisine qui s'appelait Mühlhausen. Et très curieusement, on n'a pas été averti parce qu'il y a eu un échange de correspondance que je n'ai pas eu. Finalement, et son urne a été placée dans le cimetière d'honneur de cette ville avec beaucoup de camarades, quelques-uns de ses camarades qui étaient morts pendant la période où on ne pouvait pas transférer les corps à Buchenwald. Là, donc les urnes ont été identifiées, c'est-à-dire mon père a été incinéré en même temps que les bons bourgeois de la ville, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai la liste du jour où il a été incinéré, où il y a monsieur machin, qui est le boucher du coin, ou le retraité, et puis il y a les détenus au milieu. Et donc, et après la guerre, je n'ai pas eu
Le ministère des Anciens Combattants m'a envoyé, disons, des lettres, mais je ne les ai pas reçues, je ne sais pas, dans les années 55, 60. Et finalement, l'urne de mon père, comme il était français, a été transmis à la commission interalliée. Il se trouve au cimetière du Struthof, où il y a 1500, et je l'ai découvert en 95 quand j'ai été sur place. Voilà. Est-ce qu'il y a eu au cours Mais de c'est votre... un cas très très particulier, hein, parce que normalement, dans les marches de la mort, il y a des tas de fosses communes, hein, il y a des fosses communes, il y a toutes sortes de choses, et puis évidemment les fosses crématoires. C'est tout à fait exceptionnel. Y a-t-il eu au cours de votre déportation un moment où vous avez perdu espoir d'en sortir jamais? Oui, À quel moment? une fois. Le 1er avril, on est parti pour l'évacuation. Les Américains arrivaient. Nous étions à l'ouest de Buchenwald, enfin nord-ouest plutôt, entre Cassel et Weimar à peu près. Donc, on nous a évacués le 1er avril, au soir. Et j'ai marché 15 heures de suite. Je venais de guérir d'un phlegmon au doigt, ici d'ailleurs, j'ai des traces. Une fois, dans mon atelier, j'ai eu un copeau, petit copeau, petite égratignure. J'ai fait comme ça, et ça s'est transformé, ça ne suffisait pas. J'étais tellement affaibli, parce que j'avais déjà quand même 4-5 mois de camp, en mangeant quasiment rien à 14 ans, ce qui est quand même très dur. Et donc, j'ai eu un phlegmon, ou je sais pas quoi, un anthrax épouvantable. J'avais un doigt qui puait. J'avais des top plaies un peu partout. Et le 1er avril, j'étais au bout du rouleau et j'ai marché 15 heures. Et le 2 avril, j'étais sur le bord de la route avec en plus de ça une dysenterie épouvantable. Sans manteau, crevé de froid, à Thuringe en avril. Et je me suis dit, je vais m'allonger sur le bord de la route et ben, je ne reverrai pas mon pays. Et normalement, dans un cas comme ça, on recevait une balle dans la tête. Tout le monde le sait. Et puis, il se trouve que cette marche de la mort n'a pas été une marche de la mort comme les autres. Les gens qui étaient sur le bord de la route, on les a mis dans des voitures, on les a poussés. Et on sait maintenant que c'est le capot qui a obtenu qu'on s'occupe à peu près convenablement des gens et qui a stoppé la marche à 15 km de Buchenwald, car si nous étions arrivés, on avait 80 km à faire, c'était pas long, hein. Si nous étions arrivés à Buchenwald le 4 ou le 5 avril, on repartait avec les marches de la mort de Buchenwald vers la Tchécoslovaquie, enfin les endroits où il n'y avait pas encore ni les Russes ni les Alliés de l'Ouest. Et là, on risquait de mourir d'autant plus que ce commando, je vais commencer à le dire, était un commando où il y avait 80% de Juifs qui venaient pas de Buchenwald, mais qui venaient directement, qui étaient venus directement à partir d'octobre-novembre des camps de Silésie, d'Auschwitz. Donc nous savions, nous, Juifs, que nous étions particulièrement menacés de repartir dans les marches de la mort. En janvier 1945, quand vous avez vu arriver à Buchenwald des déportés d'Auschwitz... Ah, j'étais pas à Buchenwald, moi. Ah, vous n'étiez pas là. Ben non, puisque je suis parti en décembre 1944. J'en ai peut-être vu arriver, mais je ne me rappelle pas. Et je suis rentré à Buchenwald que la veille de la libération du camp. Et donc vous n'avez pas vu les déportés d'Auschwitz arriver? Non, je les ai vus dans mon commando. Après. Est-ce que, au moment de la libération de Buchenwald et de la marche de la mort, est-ce que... Et là donc, je tiens à vous dire, vous m'avez posé la question, le 2 avril, je me suis dit, c'est fini. Hein, c'est fini, je ne reverrai pas mon pays. Voilà. Est-ce qu'au moment de la libération du camp, il n'y a pas eu toute une infrastructure qui s'est mise en place, notamment du côté communiste, pour dire justement, ne partez pas, restez, parce que les marches de la mort vont vous tuer? Alors, ça c'est d'ailleurs, ça, actuellement, en fait, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Il y avait un comité international, je l'ai appris après. Hein. Je vous dirai ce que j'ai vu, moi, de la libération du camp, parce que je suis arrivé le 10 avril, au soir, vers 22 heures, et le camp a été libéré
vers le milieu de l'après-midi, vers 15 heures. Alors, ce que je sais, ce que j'ai appris après, c'est qu'il y avait un comité international clandestin dans lequel il y a eu d'ailleurs, les Français se sont petit à petit, je dirais, joints aux Allemands et aux autres, malgré les réticences. Au départ, il y avait beaucoup de réticences vis-à-vis des Français, qui étaient accusés tout simplement d'être pétinistes, d'avoir perdu la guerre de 40, etc., d'avoir lâché la Tchécoslovaquie à Munich, etc., etc. Et il a fallu beaucoup de patience aux résistants français pour se faire admettre. Alors il y a eu en particulier Marcel Paul, qui était un communiste, qui était ministre de l'Industrie après la guerre. Il y avait le Manès, qui était un adjoint de Jean Moulin, colonel de l'armée de l'air. Et puis un certain nombre d'autres gens qui ont donc fait en sorte qu'il y ait aussi des Français dans ce comité international, dont le but était justement d'essayer d'améliorer la situation des gens dans le camp, et d'autre part de préparer éventuellement une insurrection, ou du moins quelque chose pour éviter que la destruction du camp. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a eu au moment où les nazis, à partir du 1er avril jusqu'au 11 avril, ont vidé le camp, il y a eu une action du comité international, il y a eu des témoignages là-dessus, pour en particulier dire aux gens de ne pas se présenter sur la place d'Appel. Parce un jour, on a appelé les Juifs sur la place d'Appel. Et il y a des gens du comité international qui ont été dire aux Juifs, surtout, vous n'y allez pas. Et je crois que c'est à ce moment-là, c'est les SS qui ont été obligés d'aller prendre les gens directement, car quand même, il y a eu, disons, 38 000 à 40 000 personnes qui sont parties du camp entre le 1er et le 11 avril. C'est-à-dire qu'il y avait 60 000 personnes le 1er avril, il n'y en avait plus que 21 000 au moment de la libération. Donc on n'a pas pu empêcher tous les départs. Mais il y a eu une action pour essayer justement de ralentir ça c'est sûr, hein, d'une certaine manière. En quittant le camp, vous êtes arrivé où? Alors, donc, en quittant, pendant la marche de la mort, là, eh bien, le 10 avril, j'arrive à Buchenwald et je suis terrorisé. Je l'ai noté sur un petit carnet, j'ai dit, je suis embêté dans mon langage, ça veut dire, j'étais terrorisé parce que nous sommes un commando avec 80% de juifs. D'ailleurs, j'ai mis à ce moment-là, sur mon petit carnet que j'ai fait un mois après, je remets une étoile rouge. Un triangle rouge, pas une étoile, un triangle rouge avec le F. Alors, est-ce que je l'avais plus? Est-ce que j'avais un triangle avec juif? Je ne sais pas. Et mon idée, c'était de me mettre avec les Français, toujours. Solidarité de la nation. Et puis, finalement, on était un petit groupe de Français, de juifs français. Et on est allé se planquer dans un bloc qui était le bloc 47 du Grand Camp. On ne savait pas du tout où étaient les Américains, on ne savait rien. Et donc, moi, j'étais réellement... j'avais une fausse épouvantable, donc je me suis planqué dans le camp. Et puis, la nuit a passé, et puis vers le milieu de la journée, il y a eu ces phénomènes qui se sont passés en même temps. Le docteur Haddick est venu nous dire les Américains sont à la lisière du camp. En même temps, à peu près, j'entends le grondement de chars. Alors les chars ne sont pas entrés dans le camp. J'ai appris après qu'ils avaient en fait occupé les environs du camp en chassant une partie de la garnison. Et en même temps, quasiment en même temps, je vois passer devant la fenêtre 2 détenus. Alors j'ai ouvert de grands yeux avec des fusils. Et ça... Donc c'était... Et puis tout de suite après, une fusillade qui a duré un certain temps. Et en fait, j'ai appris après que donc, de part et d'autre, les éléments militaires de la résistance intérieure clandestine s'étaient rassemblés, avaient traversé la place d'Appel et avaient fait prisonniers les gardes. Les gardes qui étaient là. Donc il n'y avait plus le gros de la troupe, mais les gardes étaient là. Alors les gens ont dit oui, il n'y a pas eu de mort, vous n'avez pas eu, c'était pas difficile, ils se sont rendus, ils n'en savaient rien parce qu'ils étaient armés quand même les gardes. Donc il y a eu
la prise de contrôle du camp, donc la libération du camp, par les détenus eux-mêmes et les Américains qui occupaient, ont rencontré d'ailleurs des détenus, d'ailleurs Samprin le raconte, les détenus sont sortis du camp et ont fait quelques prisonniers aussi aux alentours. Ils ont rencontré les Américains à ce moment-là. Il y a eu quelques jeeps américaines qui sont rentrés dans le camp, mais le gros des troupes américaines est rentré 2 jours après, c'est-à-dire le 13 avril dans le camp. Oui, donc désarmé, de 11 au 13, le camp était aux mains, disons, du comité international armé, qui a fait régner d'ailleurs la police dans le camp. Et ils ont eu beaucoup de mal à se faire désarmer, bon, ça se comprend. Enfin, les Américains ont dit, bon, n'importe quelle armée régulière désarme les milices, même quel que soit quelle que soit les qualités, évidemment, de ces gens. Voilà. Vous avez été rapatrié comment en France? Alors, j'ai été rapatrié je suis parti le 23 avril. Je suis arrivé le 29 à Paris. En train? Bon, écoutez, je suis parti, j'ai noté ça sur un petit carnet, je ne me rappelle plus très bien. Disons que je suis parti en camion. J'ai ensuite été dans des wagons à bestiaux, mais enfin, on a été avec des portes ouvertes et les jambes pendantes. C'était pas très agréable. Et je crois que je suis arrivé à peu près sûr que je suis arrivé en France dans des wagons de voyageurs. À Paris? Ouais. Et là, J'ai un souvenir de Paris, moi, qui oui, m'a beaucoup marqué. C'est la gare de l'Est. Les soldats qui vous présentent les armes et les Marseillaises. C'était assez fort, quoi, quand même. Voilà. Puis je suis allé à l'hôtel Lutetia, etc. à l'hôtel Lutetia, vous êtes resté longtemps? Non, on est tout de suite venu me chercher. Alors j'avais écrit à un voisin du Vésinet, des amis, hein, plus que des voisins, des amis. Je dois dire une chose d'ailleurs au sujet de ces amis, c'est quand on est parti en zone libre, disons entre juillet et septembre 1942, on a été formidablement aidés par nos voisins et par notre propriétaire, parce qu'on a récupéré une grande partie des meubles et des livres. J'ai pas récupéré les tableaux de mon père, parce que mon père a refusé, qui était un peintre du dimanche, il peignait très bien, il a beaucoup de talent, n'a pas voulu, il était signé, n'a pas voulu les donner à ses voisins, à ses amis, pour ne pas les compromettre. Mais je travaille sur le bureau de mon père, donc je signale que notre propriétaire, la nuit, a fait transporter une partie des meubles chez lui, ou je sais pas où. Donc il y a une solidarité qui est faite. Ça. Donc je ferme la parenthèse. Sur les 4 qui avaient été déportés, 2 sont revenus. Alors, non, 5, parce qu'il y a... mon père et ma mère sont morts. Et le fiancé de ma sœur n'est pas revenu. Alors il est parti au mois d'août, je l'ai vu, il avait touché un nouveau costume, au mois d'août 1944. Il m'a dit, je pars dans un commando, sans dire le nom, et je ne l'ai jamais revu. Donc il a dû disparaître assez rapidement dans un commando qui était plus dur que celui que j'ai connu, moi, à partir de décembre 1944. Peut-être des commandos en sous-sol, peut-être dans les mines de sel, j'en sais rien. On mourrait très vite, hein, ces genres de commandos. À votre retour, est-ce que pour vous la vie a repris aussitôt? Alors, apparemment, je me suis remis assez vite. À l'école? Non, à l'école. Vous êtes retourné à l'école? Oui, oui, tout à fait. Je suis arrivé à Lutetia, donc j'avais écrit, si vous voulez, d'abord à un des voisins, un de nos voisins, amis, dont je pensais qu'il était toujours à la même adresse, depuis Buchenwald, et dans lequel je disais que mon père était mort, que moi j'étais en bonne santé, ce qui n'était pas tout à fait exact, mais enfin j'étais vivant, et je n'avais pas de nouvelles ni de ma sœur ni de ma mère. Et donc cet ami s'est mis en relation avec ma famille,
Et donc c'est comme ça qu'ils ont appris que j'étais en vie, que mon père était mort. Donc quand je suis revenu à Paris, je ne savais pas que ma mère était morte. Et d'après mon frère qui m'a accueilli, celui qui n'avait pas été traité, mon frère aîné, j'étais très très bien disposé. Ceci dit, j'étais malade, si vous voulez, on m'a soigné quand même, mais je me suis remis physiquement assez vite. Et j'ai eu la chance d'être très très bien accueilli, parce que en fait, les oncles et tantes, mes oncles et tantes étaient tous indemnes, c'est-à-dire les frères et sœurs de chaque côté, de ma mère et de mon père, n'avaient pas eu d'ennui. Et donc j'ai été pratiquement adopté, si vous voulez, ainsi que mes frères et sœurs, mais moi j'étais le plus jeune. Et par la sœur cadette de ma mère, qui est venue me chercher au Lutetia, et son mari, ils n'avaient pas d'enfants, pratiquement. Sont devenus des parents pour moi, si vous voulez. Donc très très bien accueillis. J'ai un autre oncle qui s'est occupé de mes études, etc. Bon, enfin, vraiment. Vous avez fait quelles études? Alors, je suis retourné au lycée. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait l'école polytechnique. En 51, je suis entré à l'X. Donc, j'ai été au lycée. Je suis retourné au lycée Condorcet, au grand lycée, en seconde première, et puis terminale. Ça s'appelait Mathelem à l'époque. Et puis, j'ai fait les préparations aux grandes écoles, au lycée Saint-Louis à Paris. Voilà. Et après Polytechnique, qu'est-ce que vous avez... Alors, après Polytechnique, j'ai d'abord fait 7 années, ou 6, attendez, 53, 67 années dans la Marine nationale. J'étais sorti dans le corps du commissariat de la Marine, qui est un corps en général plutôt réservé à des juristes, mais il y a quelques places pour les scientifiques, donc j'ai navigué un peu. Et puis là, j'ai commencé finalement ma carrière professionnelle là, c'est-à-dire on m'a dit dans la Marine, vous êtes scientifique, donc vous allez rentrer dans un domaine technique, et c'est là qu'on m'a fait rentrer dans le domaine de ce qui allait devenir l'informatique. Et j'ai fait ensuite toute ma carrière dans l'informatique, mais depuis la naissance, enfin pas la naissance, parce que c'était pendant la guerre, j'ai un diplôme de programmeur de 1958, effectivement, c'est pas très courant. C'est un des plus anciens? Oui, peut-être. Et donc, ensuite, alors, j'ai quitté la marine en 1960, j'ai fait 5 ans dans une compagnie d'assurance, et puis ensuite, j'ai fait 20 ans de carrière dans le groupe Thomson, dans différents postes, où j'ai fait toujours de l'informatique, disons de gestion, c'est-à-dire conception de système, programmation. Et puis, j'ai fini en 55 et 64 ans, comme j'avais été licencié, il y avait un licenciement économique. J'ai trouvé un poste de professeur associé à l'IUT de Paris, avenue de Versailles. Donc j'ai fait de l'enseignement de l'informatique pendant 9 ans. C'était la période d'ailleurs, à mon avis, la plus dynamique de ma carrière, parce que j'étais avec des jeunes et je me suis reconverti à l'enseignement. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs. Et voilà. J'ai pris ma retraite à 64 ans, en 94. À partir de quand vous avez commencé à raconter? Oui, alors, d'après mon frère, j'ai beaucoup parlé quand je suis revenu. Et ma tante qui m'avait recueilli m'a dit « Tu devrais écrire ». Ce que je n'ai pas fait. Parce que vous comprenez bien que j'ai fermé la parenthèse, d'autant plus que quelques jours après, on m'a appris la mort de ma mère, qui quand même été un second choc extrêmement dur. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais 15 ans, j'avais envie de rêver, j'ai pratiquement cessé tout rapport, enfin toute conversation sur ce sujet. Je pense que j'en ai très rapidement pas parlé. C'est assez curieux parce que je ne me rappelle pas ce que j'ai dit à mon retour. J'ai dû dire beaucoup de choses. Je pouvais le dire et puis assez brutalement, je me suis tu. J'ai simplement, sur le carnet que j'avais acheté, l'agenda pour l'année 45 pour mes rendez-vous privés, j'ai décrit la marche
la fameuse marche de la mort, et mon retour. Ce qui a d'ailleurs, la marche de la mort a intéressé beaucoup les autorités du mémorial parce que c'est une relation chronologique et sûre de tout ce qui s'est passé pendant 10 jours. Et voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Et j'ai fermé la parenthèse, à telle enseigne que je n'ai jamais parlé à mes camarades de classe de la déportation. Je suis pas sûr d'ailleurs que les gens avaient envie qu'on parle de la déportation. Parce qu'ils en avaient... Ou ils comprenaient pas, ils en avaient, je dirais, assez. Mais par la L'histoire suite, de guerre. par la suite, vous avez raconté. Alors, écoutez, j'ai commencé à... Bah oui, j'ai beaucoup raconté. Je continue à raconter d'ailleurs. J'ai vraiment commencé dans les années 90. Je me suis dit à ce moment-là, il y avait les progrès de l'extrême droite, enfin depuis un certain temps. Je me suis dit que j'allais prendre ma retraite quand même. Je l'ai pris en 94, que j'étais un des plus jeunes déportés, évidemment, des déportés juifs. Il n'y en a pas beaucoup. Quant aux résistants, ils sont plus âgés que moi. Ils ont plus de 80 ans en général maintenant. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé d'abord à lire les noms là, au MJLF, la liste des noms dans le cadre de Yom HaShoah. J'ai commencé un peu à participer à certaines réunions. Puis quand je me suis... j'ai pris ma retraite en 94, donc me suis devenu adhérent de l'association de Buchenwald, d'autres associations aussi, ensuite des fils et filles déportés de Klarsfeld. Et puis, et alors, j'ai des activités, pas seulement de témoignages, même pas assez, parce que je suis secrétaire général de l'association de Buchenwald d'Ora. Je m'occupe, disons, des voyages à Buchenwald. Je m'occupe avec d'autres de la revue que nous publions. On s'occupe beaucoup dans tous les domaines. D'ailleurs, il y a aussi des déportés juifs qui s'intéressent à ça, à essayer de reconstituer pour les petits-enfants le parcours souvent de leurs grands-parents, ou pour des enfants, mais c'est maintenant les petits-enfants. Bref, une grande activité. En plus de ça, j'ai une activité internationale, puisque je suis président du comité international. Donc je vais souvent en Allemagne. J'ai d'ailleurs témoigné devant des jeunes Allemands. Alors les témoignages, j'en fais dans la mesure où on me le demande. Vous êtes retourné à Buchenwald? Ah oui, mais je suis retourné très tard. Je suis retourné la première fois en 93. Donc je ne suis pas retourné avant. J'ai vraiment tiré un trait complet jusque dans les années 90. Hein. Je connaissais très peu de choses finalement. Qu'est-ce qui vous a fait retirer ce trait? Eh bien, je vous dis, c'est d'une part quand même l'idée que la résurgence de l'extrême droite, puis maintenant l'antisémitisme, au moins suscite la vigilance. Hein. Le fait que j'allais être à la retraite, qu'il fallait que je m'occupe et que, comme un des plus jeunes déportés, je devais probablement m'en occuper. À cela, oui, je devais à ce moment-là m'en occuper compte tenu, disons, de mon relatif, si on peut dire, jeune âge. Et j'ai commencé d'ailleurs à écrire mes souvenirs, mais il faut dire que j'ai commencé en 97 et j'ai tellement de travail par ailleurs dans les activités de mémoire que je ne suis pas encore au bout. Enfin, je suis à la moitié, ça va peut-être se terminer. Est-ce que ce que vous avez vécu pendant la guerre a modifié votre attitude vis-à-vis des Allemands et vis-à-vis des Français? Alors, est-ce que je peux répondre à une autre question avant? Parce que je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question sur le fait que je n'ai pas parlé. J'ai jamais parlé. Ma femme, oui, bien sûr. Je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Mes enfants, ils ont 40 ans, 40, 45 ans. Je n'ai jamais rien dit à mes enfants et mes enfants ne m'ont jamais rien demandé et ils le découvrent maintenant, ce qui s'est passé. Voilà, je reprends votre question. Est-ce que ce que vous avez vécu pendant la guerre a modifié votre attitude vis-à-vis des Allemands et vis-à-vis des Français?
Ben, je pose une question un peu difficile parce que modifier mon attitude. Moi, quand j'étais déporté, avant la guerre, j'étais un enfant. Oui, parce que vous avez Et de donc, la haine ou un esprit de vengeance ou... alors non, moi j'ai pas l'esprit de haine du tout. D'ailleurs, assez rapidement, je suis retourné en Allemagne, non pas pour voir les camps, mais pour faire du tourisme. Et très rapidement, quand je me suis occupé de déportation, j'ai toujours dit que j'aurais des contacts avec les jeunes Allemands, en partant du principe que les générations, c'est plus facile maintenant parce que les générations qui ont trempé dans le nazisme, elles commencent à disparaître, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je me suis toujours dit que j'aurais des relations avec les Allemands. J'ai des relations avec les Allemands, avec la génération qui n'a pas trempé dans le nazisme. Mais ça ne veut pas dire que je pardonne. Je pardonne rien du tout. Et d'ailleurs, des jeunes Allemands m'ont posé la question. Et est-ce que vous avez l'esprit de vengeance? Des jeunes collégiens allemands. Et j'ai répondu, je ne pardonne rien. Je ne pardonne pas aux nazis. Je ne pardonne pas à ceux qui les ont soutenus, et je ne pardonne pas à ceux qui les ont laissés faire, entre guillemets, la majorité du peuple allemand. Mais vous n'êtes pas responsable de ça, donc je viens vous voir, d'autant plus que c'était des élèves qui étaient, disons, avaient été motivés pour recevoir un déporté, pour entendre parler de tout ça. Donc je leur ai dit, je viens vous voir, je vous tends la main. Mais je ne pardonne pas. Alors c'est comme ça. C'est... Et vis-à-vis des Français? Alors vis-à-vis des Français, c'est difficile parce que j'ai plutôt des souvenirs, je dirais, des souvenirs qui sont des souvenirs, des bons souvenirs de l'attitude de mes compatriotes. Alors, est-ce que c'est... Je sais que c'est pas la règle générale, hein. Je ne suis pas angélique. Hein. Mais, alors, est-ce que c'est parce que je suis optimiste et que donc je vois le bon côté des choses? Je ne sais pas. Moi, les souvenirs que j'ai, que je vous ai racontés, c'est des souvenirs plutôt de solidarité de la part de mes compatriotes. Mais je sais très bien ce qui s'est passé quand les gens sont... Pardon? Angélique, donc je sais qu'il y a eu des attitudes... des gens qui n'ont pas retrouvé leur appartement, et puis les dénonciations. Enfin, il y a eu des films sur les dénonciations, c'est épouvantable. Je me suis simplement dit que, en raisonnant peut-être de façon un peu technique, scientifique, que s'il y a 100 personnes, si vous prenez 100 personnes, il y en a 99 qui sont plutôt solidaires et qu'il y a un salaud, ça suffit pour faire arrêter des gens. C'est ce qui s'est passé dans la résistance. Donc, il n'y a pas forcément un grand nombre. Il y a eu beaucoup de dénonciations. On n'a peut-être pas eu... Enfin, disons qu'il y a eu aussi, je pense, de la solidarité. Moi, par contre, non, la chose que je ressens profondément, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de dire aux jeunes, c'est l'attitude quand même de l'administration. Que la police française, à part quelques personnes, et il y en a eu, hein, qui ont, au moment de la rafle du Veldiv, est arrêté des femmes et des enfants sans se poser de questions, pour obéir aux ordres, c'est quelque chose de difficilement supportable. Et c'est pas... Vous dites police ou gendarmerie, enfin... Police, gendarmerie, c'est-à-dire... l'administration. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose pour lequel il faut être vigilant. Et je pense que cette façon de voir les choses, elle demeure encore en France. Hein, dans le traitement, par exemple, dans l'administration des étrangers ou des gens comme ça, un peu le fait qu'on applique la réglementation et qu'on ne se soucie pas trop d'autres choses. Donc, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Moi, ce qui me choque, si vous voulez... effectivement, pour la police, c'est comment ça s'appelle? La fourragère? Fourragère rouge. Alors, bien sûr, il y a eu
la révolte de la police au moment de la libération de Paris, mais ça n'empêche pas le rôle de la police au moment de la rafle du Veldiv, et on aurait pu décorer les gens individuellement, ce qu'on a fait. Et il faut faire attention quand on donne une médaille collective, toujours dangereux. Donc voilà. Donc je suis un peu toujours réticent vis-à-vis de, je dirais, de l'obéissance des fonctionnaires, si vous voulez. Mais pas de la population. Je pense que la population, dans mon esprit, c'est plutôt bien conduit. Population française. De toute façon, je n'ai pas envie de quitter mon pays. C'est autre chose. Aujourd'hui, quand vous entendez la Marseillaise, est-ce que ça vous fait penser à la Marseillaise de 1945 sur le quai des Gares de l'Est? Oui. Oui. J'y pense. Et quand j'entends le chant des marais, vous savez, loin vers l'infini s'étend, je pense à la manière dont je l'ai appris dans les latrines du petit camp où les SS, sans emprunt on parle, où les SS ne pénétraient jamais à Brunnwald parce que ça sentait trop mauvais, c'était effroyable. Et là, avec le fils du professeur Albwax, un petit groupe de chanteurs, on chantait bien, j'ai appris le chant des marais. Et chaque fois que je l'entends, je me sens revenir à Brunnwald aussi. Donc ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Vous voyez, c'est pas des souvenirs dramatiques. Hein. Si. Mais la Marseillaise, c'est déjà plus Brunnwald, c'est le retour, c'est déjà la Oui, France. c'est le retour. Non, mais c'est... Oui. Oui, je me rappelle ça. Oui, moi, je suis très ému d'entendre l'hymne national. Alors, est-ce que je le serais autant si je n'avais pas été déporté et qu'on ne m'avait pas accueilli avec l'hymne national en revenant en 1945? Je ne peux pas vous le dire. Hein. On ne peut pas refaire l'histoire. Hein.